Phrase trop longue. Alors, tu peux dire un mot pour la fin? Nous expliquer ce qu'est la ref. Alors déjà, c'est mon nom de famille à l'envers, parce que je m'appelle Elisa Ferral. Si on tourne les lettres, ça fait la ref. Puis ça fait la ref aussi. Et alors pourquoi la ref? Au-delà du nom, c'est parce que quand je me suis lancée en freelance, ça fait un petit moment maintenant, j'étais d'abord directrice artistique, illustratrice, j'ai fait aussi de l'UI, j'ai fait aussi de l'UX. Et du coup, j'étais ce qu'on appelle un couteau suisse. Et quand on est couteau suisse, j'ai l'impression qu'on fait bien les choses, mais qu'on les fait pas très bien. Et ça m'embêtait. Je voyais des choses passer et je me disais, ah, quand même, c'est vraiment stylé. Et j'avais pas l'impression d'atteindre, en fait, ce niveau. Je me suis dit, c'est quoi la solution pour atteindre ce niveau? C'est de recruter dans mon équipe des gens qui seraient spécialistes et qui pourraient atteindre ce niveau. Donc, je me suis entourée, en fait, d'une équipe de spécialistes. On n'est pas de 300, hein. Là on est 5. Et chaque personne est senior dans un domaine en particulier, ce qui nous a permis de totalement éclater en fait ce plafond de verre qu'on avait et puis de monter sur des gros appels d'offres où j'aurais pas pu monter toute seule en freelance. À l'époque, du coup, tu avais une identité pour la ref. Ouais. Et du coup là, en effet, on fait cette vidéo pour que on se parle en fait ensemble pour en fait expliquer la nouvelle identité de la ref. Mais pourquoi on l'a changé finalement? C'est parce que du coup quand on a lancé la ref, on était en plein dans les projets. Donc c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Donc on a tout de suite attaqué par le site. Donc on n'avait pas vraiment ni de logo, ni d'identité visuelle. On n'a qu'à dire qu'on avait limite 2 couleurs, une typo. Qu'il ne faut pas avoir, ça c'est pas une identité visuelle. Et on avait choisi 2 couleurs qui étaient assez neutres, donc un beige un peu en demi-teinte et puis un gris qui tire sur le noir, pour ne pas rentrer en compétition avec les projets qu'on réalisait. C'est-à-dire que si on avait des projets qui étaient très très colorés, donc du rouge, du vert, du bleu, sinon, on avait une identité qui était extrêmement colorée aussi, ça allait rentrer en concurrence et vibrer. Et du coup, on avait choisi de s'effacer pour laisser la belle part en fait au projet qu'on allait créer. Mais aujourd'hui, on a décidé de mettre ça de côté et de créer une nouvelle identité visuelle. Quel a été l'élément déclencheur de cette nouvelle prise de parole? En fait, ce qu'on explique souvent aux clients et ce qu'on leur conseille, c'est quand ils nous disent on a envie de se démarquer, on a envie qu'on nous voit plus, on a envie de gagner en notoriété, on leur dit faut que votre identité visuelle ou votre tonalité soit disruptive par rapport à votre marché pour vraiment vous implanter, pour marquer les esprits. Et puis nous, on avait ces ambitions-là, mais on ne le mettait pas en place finalement. C'est-à-dire on donnait des conseils et puis nous, on ne les respectait pas. On s'est dit, finalement, on va peut-être suivre nos propres conseils. Et comment vous avez procédé? C'est pas facile de refaire sa propre identité visuelle. C'est même, je pense, l'exercice qui est le plus compliqué. On a suivi notre propre méthodologie. On a une méthodologie en plusieurs étapes et le mieux, c'était qu'on la suive. Donc la première étape, c'était de faire un atelier. C'est un atelier qui est assez ludique avec plusieurs exercices. Donc on s'est réunis et puis on a fait les exercices ensemble. Le but, c'est de définir des mots-clés, des tonalités, de mettre en place des curseurs, de se positionner face à des concurrents et de trouver des claims aussi. Donc on a défini tout ça ensemble et ça nous a permis d'aller chercher la vérité. Et vous avez trouvé tout de suite? Alors pas tout de suite. Ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on propose toujours 3 axes. Ils sont sur un curseur et puis on s'est dit qu'on allait faire la même chose. On s'est
auto-proposé 3 axes. Par exemple, le premier axe, c'était une cigogne dans le logo, parce qu'il y avait le mot naissance, renaissance, du coup, qui était sorti. Et puis, quoi de mieux qu'une cigogne pour incarner la naissance ou la renaissance. Et puis encore une fois, dans cette question d'équilibre, on était venu travailler sur des éléments beaucoup plus digitaux et une iconographie beaucoup plus ancrée dans l'air du temps. La deuxième piste, c'était basé sur quelque chose de beaucoup plus bold. Quand on pense par exemple au logo d'IKEA, avec les lettres très très fortes, on est parti là-dessus, donc des lettres extrêmement bold, finalement pour montrer qu'on est solide, qu'on peut compter sur nous, qu'on va vraiment accompagner jusqu'au bout. Et pour ne pas, encore une fois, aller dans le curseur trop fort, trop imposant, on a réalisé comme élément secondaire des pictogrammes beaucoup plus filaires, beaucoup plus légers, presque scientifiques. Parce que nous, ce qu'on explique, c'est qu'on n'est pas des artistes, on n'est pas là que pour faire du beau, on est là pour atteindre des objectifs. Donc on est des designers. Et là, en fait, on essayait de raconter la science du design presque, donc avec des pictos presque scientifiques et avec des images presque même moléculaires en fait, donc qui jouent sur cet aspect un petit peu opposé entre ce logo qui est très très bold et cette finesse et ce détail de la science. Et à quoi ressemble du coup la piste que vous avez validée en équipe? Du coup, c'est la troisième piste qu'on a validée et elle est très disruptive. Je pense que c'était celle qui était tout au bout du curseur. On a décidé de travailler autour d'une mascotte. On avait déjà travaillé pour d'autres marques. On leur avait proposé des mascottes. Une mascotte, quand elle fonctionne bien, franchement, c'est un vrai atout pour une marque. Parce qu'en fait, on s'attache à elle, on peut l'animer, on peut la dessiner, la faire parler. Donc, c'est plus une marque, ça devient un petit être à qui on s'attache. Donc, on s'est dit, on va avoir notre mascotte. Mais quelle mascotte pourrait nous représenter au mieux, tout en étant disruptive? Et on s'est dit aujourd'hui, on retient plus le négatif que le positif. C'est comme ça dans l'imaginaire collectif. Donc, une mascotte disruptive, négative, qui représenterait la ref. Du coup, on est parti sur la mouche. Parce qu'une mouche, on s'était dit que la phrase « faire mouche », elle nous parlait bien. Est-ce que du coup, vous avez peut-être designé des centaines de mascottes avant de trouver réellement celle qui vous convenait? Ah bah oui, c'est une mascotte, on peut vite tomber dans quelque chose de très moche. Par exemple, je pense à la mascotte d'Osaka 2025. Alors, on aime, on n'aime pas, mais elle est un peu spéciale. Du coup, on a fait plein de tests. On l'a fait en gravure, on l'a fait un peu en mode cabinet de curiosité. On a testé, retesté, et puis on est parti sur quelque chose finalement le plus simple possible, presque schématique en fait de la mouche. D'ailleurs, beaucoup de gens n'y voient pas une mouche, mais plus un papillon. Et puis c'est pas un problème en fait. Chacun vient l'interpréter comme il veut, mais c'est une mouche pour nous. Et si la ref était une personne, quel serait son trait de caractère? Du coup, pour aller dans la continuité de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on s'était dit qu'elle serait disruptive, mais également décalée, mais sans tomber dans le too much, mais aussi enthousiaste. Ça nous ressemble bien, et cette mouche, c'est important qu'elle nous ressemble.
Est-ce que vous avez un petit peu des phrases iconiques qui pourraient justement représenter votre entreprise? C'est très important parce qu'une marque, finalement, elle peut vivre presque que grâce à sa tonalité. Par exemple, on prend des marques comme Back Market ou comme La Vie. C'est des marques qui vivent grâce à leur tonalité qui est un petit peu décalée, qui est un peu drôle. Donc on s'est dit, nous aussi, on veut nos phrases clés, nos claims. Donc il y avait faire mouche pour commencer. Et puis après, pour aller plus loin, pour tirer un petit peu le fil, on avait mettre les pieds dans le plat, chercher la petite bête. Et puis après, pour aller encore un peu plus loin, on avait dérangeons l'ordinaire, créons des marques qui marquent, ou alors encore explorer l'inconfort. Des phrases qu'on trouvait sympathiques et qui nous ressemblaient bien et qui servaient aussi le but, le manifeste finalement qu'on a créé, qui était celui d'être un petit peu embêtant, celui d'être un peu persistant et d'aller au bout de nos idées. Et du coup, cette mascotte, comment elle se traduit? Eh bien, on a voulu la travailler donc, dans tout un guideline. Au-delà de la mascotte, on a créé plusieurs assets parce qu'elle ne peut pas vivre seule. Il va falloir habiller toute la marque. Donc on a fait exactement comme pour nos clients. On a créé un guideline complet où dedans on a typiquement le manifeste. Dans le manifeste, ce qu'on explique, que notre valeur ajoutée finalement, c'est que pour nous, le client n'est pas roi, mais que finalement, on va venir vraiment être embêtant pour défendre ce qui pour nous est la bonne réponse et qu'on ne va pas être dans le j'aime pas, un peu plus bleu, un peu moins bleu. Mais si on pense que le vert, c'est vraiment la bonne réponse par rapport aux objectifs du client, on ne va pas lâcher. Donc il y a ce manifeste, on a aussi donc, les valeurs, on a la tonalité, et puis après on a des couleurs, une typo, notre mouche qu'on peut venir habiller, on peut venir l'illustrer, on peut venir la mettre en 3D, on peut venir l'animer. Et puis on a travaillé aussi l'iconographie, c'est important d'avoir une continuité dans les photos qu'on vient proposer. Et on utilise pas mal l'intelligence artificielle. On trouve que c'est un super outil et je pense que si vous l'avez déjà utilisé, il y a souvent un doigt en plus, une main en trop. Et on a décidé de jouer là-dessus. Donc dans nos photos, vous allez retrouver parfois quelque chose d'un peu dérangeant. Une main en trop, ce doigt en plus. Et donc dérangeant comme cette mouche, comme cette identité visuelle. Et puis c'est un bug, et un bug insecte. Et si on parlait des codes couleurs de votre nouvelle identité, pourquoi avoir choisi justement deux couleurs aussi fortes? Typiquement, le rose. Le rose, c'est une couleur qui est difficile. Nous, on l'adore chez La Ref. Au-delà du j'aime pas, c'est une couleur que quand on la propose aux clients, tout de suite ils vont dire « Ah mais ça fait fifi, ah mais ça fait licorne ». C'est une couleur qui est très peu acceptée et du coup qui est très peu utilisée. Et c'est dommage. Donc nous, on a décidé de l'arborer avec fierté, cette couleur qui est disruptive, qui permet de se différencier finalement des concurrents, qui va dégager quelque chose d'assez positif et d'assez chaleureux. Et tu penses pas que ça va faire too much? Eh bien, c'est une bonne question. En fait, pour savoir si une marque fonctionne, si elle est too much ou pas, il faut l'appliquer sur les supports. C'est la seule façon de voir si tous les ingrédients mis ensemble, ça fait un bon plat. Donc on l'a utilisé sur ce qu'on allait appliquer. Donc typiquement, nous on utilise LinkedIn, donc on a essayé des posts LinkedIn, on utilise aussi un peu de papeterie. Aussi, on a fait des signatures mail, on a aussi réalisé pas mal de goodies. Ça aussi, c'est parce qu'on adore les goodies, donc forcément.
On a utilisé également cette identité pour se projeter sur des miniatures pour le blog. À partir du moment où on arrive à équilibrer, ben, on ne tombe pas dans le too much, en jouant avec tous les ingrédients qu'on avait. Merci beaucoup et un mot pour la fin. Eh bien, bah, si vous aussi vous voulez votre mouche, du coup, et faire mouche, bah, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner.